Bon, mais bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là. Donc voilà, j'ai le rôle très intimidant d'accueillir des monstres sacrés pour parler de monstres de l'espace. Donc c'est à la fois un peu un rêve pour moi, mais c'est aussi extrêmement intimidant. Donc pour parler aujourd'hui de monstres, on a parmi nous un des deux parrains du festival cette année en la personne de Marc Caro, donc le cinéaste, vous pouvez l'applaudir. Le cinéaste qui a su peupler ses œuvres de quelques monstruosités. Donc on a un expert, un premier expert. On a avec nous Serge Lehmann, qui est un auteur. Vous pouvez l'applaudir aussi. Aussi, on peut applaudir tout le monde. Donc Serge Lehmann, bien sûr, un auteur, un scénariste de BD, un essayiste, un de ces sorciers qui a ressuscité, qui a participé à ressusciter cette période qu'on appelle les auteurs et les récits du merveilleux fantastique. Scientifique, pardon. C'est un scientifique qui dit fantastique, et voilà. Et pour ça, on le remerciera jamais assez. Et bien sûr, Jean-Pierre Dionnet. Sans qui, finalement, nous pouvons le dire, nous ne serions pas là, qui nous a donné tant d'opportunités de nous initier, que ce soit au cinéma, à la BD, à la science-fiction, de sortir des chemins habituels et d'aller explorer les monstres. Et à qui je dois tout, il faut bien l'avouer. Et j'allais dire un peu que, donc, si jamais quelqu'un l'ignorait, parmi les hauts faits de Jean-Pierre, il y a bien sûr la création de Métal Hurlant et des humanoïdes associés. Et je pense que c'est peut-être un dénominateur commun, parce que Marc, tu as fait des bandes dessinées pour Métal Hurlant, c'est ça ? C'est ce que je venais de dire. Oui. Je lui dois tout. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier. C'est lui qui m'a permis de créer mes petites bandes dessinées. Là. Et puis, c'est même réédité maintenant. Oui. Voilà, donc non, moi c'était le Graal absolu, Métal Hurlant pour un petit dessinateur à la fin des années 70. Là, c'était quand il m'a dit c'est super, viens bosser avec nous. Moi, je planais à au moins 50 cm au-dessus du sol, voire peut-être plus, je sais plus. Non, mais bon, retrouver cette vision, cet éclectisme. Moi, c'est lui aussi qui m'a fait découvrir tout le comics américain, le comics underground, avec des articles qu'il y avait dans Phoenix et tout ça. Là, vous avez un très, 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 très grand bonhomme. Il faudra lui ériger des statues d'au moins 12 mètres de haut, voire plus. Hein. Non, à ce moment-là, il faut une statue de 40 mètres pour Goscinny. Ah, voilà. Bah oui, mais bon, ça ferait les Dalton. Hein. C'est ça. Et puis Serge, je crois que toi aussi, sans Métal Hurlant, peut-être... pour Métal, en fait, je me souviens très bien du jour où j'ai découvert Métal. J'ai ouvert et je pense que j'ai dû tomber sur une double page de Möbius du garage. Et je me suis dit, d'accord, il y a des gars qui dessinent ce que je vois quand je lis de la science-fiction. Je me souviens de mon impression... de renversement intérieur, ouais. Et Métal a toujours été une espèce de fil conducteur de l'imaginaire des 70-80 au moment où moi je me suis formé. C'était merveilleux. Ce que je voudrais aussi noter, c'est que quand même tout l'imaginaire qui a été développé à l'intérieur de cette machine à rêver, de cette revue absolument extraordinaire, a quand même inspiré toute une cinématographie anglo-saxonne, voire américaine, hollywoodienne, quand même, qui est c'est à cet énergumène qu'on doit tout ça. On va parler de monstres de l'espace. C'est lui. Oui. C'est lui. Et dans les monstres de l'espace, un des plus beaux, c'est Alien. Bon, Alien, s'il n'y a pas Métal, il n'y a pas Alien. Il n'y a pas Alien. Voilà. Donc, c'est dire l'importance de ce gars. Vous avez été les premiers à avoir sorti Giger aussi. Le premier qui venait de faire un film de drive-in, sur les drive-in et sur les endroits où on bouffe, c'était un jeune mec qui m'a dit « Je vais faire de la science-fiction, j'aimerais bien que Druyer me fasse un ou deux dessins. » Il s'appelait George Lucas. Bon, après, il y a eu George Miller, auquel j'ai pas voulu m'associer, parce que je sentais pas l'affaire. Il était médecin. Un médecin qui va faire un film et qui veut prendre le titre Métal Hurlant, ouais, ça va. C'était pas lui, c'était son producteur qui est mort depuis, Byron Kennedy, habillé en crocodile Dundee. Alors, c'était le fou du lundi pour moi. Alors j'ai dit, écoutez, on se reparle là. Et puis j'ai dit, lui, il faut jamais me le renvoyer. Hein.
Et puis après, bon, il y a la génération qui se revendique directement, les Fincher, les Villeneuve, qui disent tous les deux la même chose. On leur dit quels sont vos cinéastes préférés, ils disent Métal Hurlant. Alors après, ils doivent expliquer. Hein. Voilà. Donc on est là pour parler un petit peu de monstres, en particulier ceux qui viennent de l'espace. Voilà. Alors peut-être que je peux commencer en vous posant une question. C'est que bon, souvent les monstres, on les découvre vers l'enfance. Est-ce qu'il y a peut-être un souvenir monstrueux de vos lectures ou des films de votre enfance qui peut-être a été important, s'il y en a un, qui a été important et Jean-Pierre, vous, le souvenir de monstre. Oui, alors on va dire que je suis né en 1947. Bon, ça c'est un fait. Qu'en 1947 vont sortir les premiers films qui sont dans l'air du temps de soucoupe volante. Parce qu'on est autour de Roswell, de tout ça, etc. Il y a une petite paranoïa, parce qu'on ne sait pas si elles sont russes ou martiennes. On hésite encore. Elles sont dans rouges, les deux cas, elles sont rouges. Oui. Voilà, elles sont rouges. Et c'est l'année, par exemple, du jour où la Terre s'arrêta. Juste derrière, il va y avoir d'autres films en 47, d'autres films en 48, 49, 50. Invaders from Mars de Menzies, l'invasion des profanateurs de Sépulture, qui pour moi fait partie du truc, parce qu'on ne saura jamais d'où viennent les potes, ça. Sans doute d'ailleurs. Et je les ai découverts très jeunes, parce que le premier ciné-club de la télé, je ne savais pas qui c'était un très vieux monsieur, mais vraiment très très vieux, et mes parents me disaient va te coucher, c'est 22h30, tu devrais être au lit, et je revenais sous la table, et je regardais les films. Alors, mes parents me voyaient, mais ils faisaient comme s'ils ne me voyaient pas, et je vais voir La Bête aux 5 doigts, et je vais voir Le jour où la Terre s'arrêta quand j'ai 8 ans. Et il va y avoir un festival de l'horreur présenté par Marcel L'Herbier, dont je ne sais pas encore qu'il a fait des films avant. Et donc, La Charrette fantôme, truc comme ça, mélange de science-fiction et d'horreur. Bon, bah, c'est ça qui m'a fait, hein, c'est Marcel L'Herbier. Voilà. Formidable. Et Marc, pardon, tu voulais. Marc, un souvenir de. Comment ? C'est par âge. Non. Eh ben moi, le premier film que j'ai vu. Non, alors moi j'ai été marqué, môme aussi, je sais pas quel âge j'avais, mais en bande-annonce, parce que mes parents m'emmenaient pas voir des trucs comme ça, ils m'emmenaient plutôt voir des péplums ou des films d'aventure, de pirates et tout ça. Mais moi j'étais quand même fasciné par l'espace et tout. Et j'ai vu la bande-annonce d'un film qui est It Came from Outer Space, tu vois. Et Jack Arnold, c'est ça ? Voilà, ouais, d'après Bradbury, non, non, Le Météore de la nuit. Le Météore de la nuit, ouais. Ça doit être ça. C'est d'après Bradbury. Ouais. Et c'est un peu abstrait tout ça, mais ça m'avait super impressionné parce qu'on voyait aussi comment les extraterrestres voyaient notre univers, comme ça. Oui, il y a cette scène fameuse où en fait on voit on voit l'humain ou l'humaine à travers l'œil de l'extraterrestre. Voilà, tout à fait. Ce qui est une scène assez mythique. Voilà, ça m'avait scotché. Et puis après moi c'est tout un versant de la Hammer. Maintenant, on parle souvent des vampires et tout, enfin tout l'aspect gothique de la Hammer, mais moi, celui que j'adorais, c'était l'aspect SF. Voilà. Les Quatermass, la marque, tous ces trucs-là en noir et blanc, super flippants, quoi, avec des extraterrestres qui n'ont même pas vraiment de forme, quoi, qui commencent à s'insinuer. Ouais, presque répugnant déjà. Voilà, déjà, du alien avant l'heure, quoi. Et puis après les Trifides, quand même, voilà. Et d'ailleurs, puis tous. Je pense, alors je sais pas vous si c'était une rediff de rediff, il y a eu quand même Les Envahisseurs. David Vincent les a vus. Il avait pris le mauvais côté de la route et voilà. Ainsi tout commença. Et Les Envahisseurs, waouh. Pour le coup, leur monstruosité est un peu cachée puisqu'ils prennent notre apparence. Mais ça fait presque plus peur. Ouais. Et puis moi, j'en cite un qui m'a terriblement marqué quand j'étais gosse, c'est Le Monstre Invisible de Planète Interdite. Qu'on devine puisqu'on voit ses pattes énormes faire des empreintes dans le sol sans voir son corps, super. Mais quand il franchit la barrière laser mise par les explorateurs autour de leur vaisseau, on le voit, et en fait ce qui était très frappant, d'abord il est réellement très beau ce monstre, et surtout il est dessiné dans le film, c'est-à-dire le film est en image réelle, mais lui est ajouté dans une sorte de dessin animé. C'est Disney qui avait fait et ça. C'est assez extraordinaire à voir. Ouais. Et ça m'avait terriblement impressionné. C'est Studio Disney qui avait fait ça. Le regretté Tavernier
il devait refaire 100 ans de cinéma américain. Bon, il sortira peut-être un jour. Et je l'avais appelé pour ça. Je lui ai dit, écoute, sur Fred Wilcox, tu dis des conneries. Tu dis, le mec d'un film. Or, moi, j'ai vu tous ces films d'avant-guerre. C'est lui qui a fait les plus beaux Lassie, Chien fidèle. Mais en fait, dans Lassie, il y avait des mouvements de caméra comme dans La Mélodie du bonheur de Wise. C'est-à-dire qu'on passait au-dessus du chien, on revenait et tout. Alors, évidemment que ce n'est pas de la science-fiction, mais la manière dont il filmait la Terre et l'arrivée du chien, il y avait quelque chose de pas normal. C'était des mouvements de caméra qu'on pouvait faire que d'avions volant en rasemote, remontant, redescendant à l'époque. Et c'était déjà très, très impressionnant. Bon, après-guerre, il va faire ça, puis plus grand-chose. Voilà. Au niveau des créatures de l'espace comme ça aussi, celle qui m'avait impressionné, parce que je crois que c'est la première que j'avais vue à la télévision, en plus en couleur, il y avait un magnifique... C'était ceux de la guerre des mondes, avec les trois yeux, là, tout ça, ouais, mais qui était très très bien. Et d'ailleurs, est-ce que c'est pas un peu le début, la guerre des mondes, des monstres qui venaient de l'espace? Parce qu'en fait, si on remonte avant Wells, je dis peut-être des bêtises parce que je suis pas expert, mais finalement, les visiteurs qui venaient des étoiles, ils n'étaient pas si monstrueux. Souvent, ils venaient avec un savoir. C'était des contes philosophiques. Et je me demande si, finalement, c'est pas Wells qui introduit quand même le monstre qui nous rend visite, avec un peu l'allégorie de l'Empire britannique qui se répand sur Au Terre. niveau littéraire, c'est certain. Oui, c'est quand même voilà. lui, la première invasion extraterrestre. ouais. Et puis, il y Il y a des monstres qui sont tellement frappants, c'est d'ailleurs même parfois considéré comme le premier texte de SF, c'est l'Exipéus de Rosny. Ils ne sont pas des extraterrestres, mais leur aspect est tellement étrange que la plupart des critiques disent ce sont des extraterrestres. Alors en fait non, Rosny suggère que ce sont les derniers survivants d'une sorte de règne minéral qui est en train de s'éteindre quand l'humanité est en train d'apparaître. Enfin, en tout cas, de s'organiser. Mais leur description est tellement frappante qu'on a tendance à les prendre pour des monstres de l'espace, et c'est 1887. Mais pour revenir à la guerre des mondes, il y a eu une adaptation qui a disparu. Après, il y a le scandale Wells, quand il fait son émission de radio, qui fait qu'ils se disent c'est une bonne affaire. Après, il y a la grande guerre des mondes, Byron Askin, je crois, formidable. Après, il y en a d'autres. Bon, on peut oublier celle avec Tom Cruise, que moi j'aime beaucoup par ailleurs, qui est pas dans le vital. D'ailleurs, il y a beaucoup de films dont éventuellement on va vous parler qui ont été remakés. Ça, c'est un des défauts de l'époque. Mais si vous voulez, Invaders from Mars, le film de Menzies qui a rien coûté, il est formidable. Le remake plus tard, que j'ai bien aimé, parce qu'il y avait Mathilde Damé toute nue tout le temps. Life Force. Mais la pauvre, il a fallu qu'elle attende le cri du hibou de Chabrol pour avoir un vrai rôle après. Ça l'a un peu marqué. Et elle était là-bas. De Life Force de Toby Hooper, c'est ça? Ouais. Et quand elle est là-bas, elle a demandé si c'était. Elle a dit je parle pas bien anglais et c'est Wes Craven. Non. Toby Hooper. Hein, Toby Hooper. Et Toby Hooper lui a dit c'est pas important que vous parliez anglais. Elle aurait dû se méfier. Alors ici, le film, l'adaptation de Byron Askin, elle a beaucoup marqué dans la région parce qu'à un moment donné, dans le film, on apprend que Saint-Émilion a été détruit par les extraterrestres. C'est un grand traumatisme ici, ce film. D'ailleurs, je me demande, on parlait tout à l'heure de la Hammer et des Quatermass, je me demande si le titre français de Quatermass and the Pit, celui avec des espèces de fourmis martiennes dans les métros londoniens, n'a pas un titre français qui est à peu près le titre de notre conf, qui doit être... les monstres de l'espace ou quelque chose comme ça. Les monstres de l'espace. Je crois que c'est ça, c'est Stéphanie Nico qui m'avait fait la remarque. Oui, puis c'est le metteur en scène le plus vicieux de la Hammer, c'est Roy Ward Baker. Oui, tout à fait. Roy Ward Baker, Dr. Jekyll et Sister Hyde, tout ça. Il y avait une grande beauté chez Fisher, mais chez Roy Ward Baker, y compris ces histoires de camionneurs qui s'entretuent avec des bugs Patrick McGowan et tout, c'était toujours désagréable. Mais bon, moi j'ai un fait pour la série télé. Quatermass. J'ai pas vu celle-là. Oui, c'est vrai qu'ils existent à la fois en série et en long métrage. Et alors, il y a un autre versant, moi aussi, qui m'a beaucoup marqué. C'est tout le cinéma de science-fiction japonais, avec forcément Godzilla. Les kaijus. Voilà, tous les kaijus, tout ça, qui vient quand même aussi très tôt. Hein. Monstres géants. Ouais, les monstres géants. Et c'est vrai que quand tu te prends ça la première fois... là, ils ont ressorti une magnifique copie
du premier Godzilla en Blu-ray, là, en noir et blanc, avec la musique, quand même, Patagon, la Dinoche, oui, on a tout là. Voilà, c'est incroyable. Donc ça aussi, c'est des grands traumatismes d'enfance. Ce qui est curieux, c'est qu'on est pile, nous, dans les dates, là. Parce que dans un mois, sortira la première copie au format, je ne sais plus chez quel éditeur, je crois que c'est Dark quelque chose, de l'invasion des professeurs de sépulture de Siegel. On l'a jamais eu au format, en salle une fois. Mais le DVD va sortir. Et il y a en ce moment, j'ai regardé juste avant de venir, il y a un paquet des films dont on parle là, qui grâce au Blu-ray vont être enfin bien restaurés, parce qu'avant, des fois, la restauration était... On poussait les jaunes, les bleus pour dire « Ah, j'en ai pour mon argent ». Non, là, des restaurations fidèles et au format. Et sur l'invasion, ça va être une première. Vous verrez que ça change beaucoup de choses parce qu'on se perd un peu dans l'image. Alors que recadré, on allait directement au centre. Et dans le film, comme c'est un film quand même très dérangeant et très paranoïaque, quand on est comme ça sur l'écran très large, on cherche des fois où est l'humain qui est peut-être pas humain. Mon père a changé et moi c'est ma mère, je ne les reconnais plus. Oui, alors je m'adresse à mon ami Nicolas, tu le notes, hein, la nouvelle copie de Body Snatchers pour notre cycle. Très bien, voilà, je peux refermer. Et alors justement, ces monstres qui finalement ne sont pas monstrueux dans l'aspect, mais qui parcourent tout un pan de la SF, à la fois chez Dick, le père Truquet, les invasions de profanateurs de sépulture, après les êtres multiformes comme The Thing, qui peuvent être à la fois monstrueux mais aussi humains, c'est finalement presque plus terrifiant. Et outre le fait que c'est une facilité parfois, en tout cas au cinéma, moi ça a souvent marqué. Est-ce que vous avez été... vous êtes plus marqué par les... Toi, Serge, par exemple, tu es plus marqué par le monstre monstrueux? Je suis sensible aux deux. Que dans un de mes premiers romans, il y a des extraterrestres qui imitent la forme humaine. Ça m'a toujours paru quelque chose de tout à fait plausible et acceptable et excitant, d'ailleurs, dans une histoire. Oui, probablement. Mais en fait, je pense que ce sont deux ressorts dramatiques et mythiques différents. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui relève de l'ordre de la paranoïa, effectivement, et qui est sans doute pas étranger au climat de la guerre froide. Et puis, enfin, on l'a souvent dit pour les envahisseurs, hein, mais c'est un truisme, mais c'est vrai. Mais le monstre lui-même, c'est-à-dire l'étymologie de monstre, c'est monstrare, c'est-à-dire c'est ce qu'on montre, quoi. Et donc, c'est forcément spectaculaire. Donc, par définition, celui qui imite la forme humaine, il annule son propre caractère spectaculaire. Donc, je crois que c'est deux registres qui sont différents. Et par exemple, sur des monstres comme la mutante, par exemple, on voit passer de la forme humaine à la forme monstrueuse, puis réintégrer la forme humaine. C'est des spectacles extrêmement perturbants, en fait. Oui. Mais il y avait on se demande d'ailleurs comment des organes aussi grands peuvent tenir dans une enveloppe humaine. Oui, on a souvent ce genre de questions dans les aussi films. Aussi petites, aussi restreintes. Il y avait ça aussi dans un joli petit film. Après, ils en ont fait un deuxième qui n'était pas terrible, qui s'appelait The Hidden. Absolument, ouais, oui. qui était très bien comme ça, où c'était une créature qui rentrait, sortait de la bouche. Voilà, ouais. Et comme souvent, on a les deux aspects, c'est-à-dire il y a l'imitation, mais il y a à un moment donné la révélation de la vraie bestiole. Mais avec puis, des préoccupations Shoulder. qui étaient géniales. La bestiole, il disait oh, ben, je veux cette voiture. C'était vraiment comme un môme qui est devant une pâtisserie. Oh, je veux ça comme ça. Et hop, il l'avait, quoi. C'était incroyable. Oui, il y en a. Moi, j'aime bien l'imagination pauvre. C'est-à-dire, par exemple, tous ceux qui partent du principe qu'ils sont humanoïdes, les extraterrestres. Donc, quelle que soit leur tête et tout ça, ils ont 2 bras, 2 jambes, et je trouve que c'est un dieu un peu mesquin, mais qui me plaît bien dans sa mesquinerie de solderie. Et il y a un film que j'adore, qui n'est pas un film d'un metteur en scène, c'est un film de Stan Winston, homme d'effets spéciaux, avec Lance Henriksen. Et dans la moiteur très Anne Rice de Louisiane, c'est Pumpkinhead, avec sa tête de citrouille, comme ça, un peu déformée. Et quand il surgit, comme on est en Louisiane, que ça va mal, qu'il y a des gaz méphitiques, est-ce que Lance Henriksen l'a vu ou est-ce qu'il est dans un trip de marée polluée? J'en sais rien. Mais j'ai toujours pensé que la meilleure adaptation du monde moite de Anne Rice, c'était ça. C'est-à-dire qu'on voit que tout vibre, que dans la maison, rien n'est droit, que tout le monde sue tout le temps. Et le seul qui ne sue pas, d'ailleurs, c'est Pumpkinhead.
Là, lui, il est comme ça, il se tourne et tout. Et il m'avait fait super peur. Parce que ça, j'aime bien ça, le fait qu'il y a quelques films de SF qui sont dus, on dit à personne. Non, à des gens qui ne sont pas des metteurs en scène, qui ont eu la chance une fois, qui ne reviendront pas, ou à des gens qui n'aiment pas la SF, comme l'avait dit Seagull. C'est comme ça qu'il fait la première invasion. Mais Stan Winston, il en a fait plusieurs. Hein. Stan Winston, après, il en a fait d'autres. Au départ, il était effets spéciaux, et après, il s'entête, pas toujours pour le meilleur. Mais Il si on prend... un peu ses maquillages et tout ça. Voilà, mais les envahisseurs de la planète rouge, comme je dis, ce qui est marrant, c'est qu'il y a des trucs comme ça qui ont plusieurs versions, tout comme justement quand on parle des potes de Seagull, après on a la version Kaufman, très différente, et après avec le même directeur de la photo, on a la version Ferrara, très différente parce que, alors on dit que c'est pas un bon film, non, c'est un film où le directeur de la photo essaye de ne pas refaire les scènes qu'il a fait dans le Kaufman. Donc, il n'est plus d'effet, mais il complète. Et alors, évidemment, le cas extrême, pour moi, la perfection totale et absolue entre make et remake, les remakes étant souvent pas nécessaires, puisqu'ils ont été makés une fois, pour moi, le mieux, c'est le film signé par Christian Nyby et réalisé par Hawks The Thing, avec l'homme légume. Bon, quand on le revoit, à la fin, on n'est pas convaincu. Et Hawks, à ce moment-là, est sous contrat pour 4 films par an. Donc, il met le nom de son assistant. Il fait le film, mais il ne le signe pas, parce qu'il a un contrat pour 4. Et Nyby, donc, est nommé metteur en scène. Et alors, quand on voit le remake de Carpenter, là, The Thing, là, on se dit, là, le remake valait le coup. Parce que c'est peut-être un des rares films ultimes au monde. À la fin, quand même, on est... Et alors, ce qui est pas mal aussi, c'est le préquel qui a été fait il n'y a pas très longtemps, où c'est le début du film de Carpenter dans la station suédoise. Je ne sais pas si tu l'as vu. Et le film est pas mal, hein, est pas mal. Avec les effets spéciaux sont mieux que ceux de Rob Bottin, qui était un peu de temps en temps avec les animatroniques un petit peu. Ça illustre le passage de l'effet pratique à l'effet numérique. Voilà, tout à fait. Et alors, par contre, il y a une autre version d'extraterrestre assez originale que je ne sais pas s'il y a eu d'autres visions comme ça. C'est celle dans Man in Black, où c'est un extraterrestre qui est à l'intérieur d'un faux humain et qui pilote l'apparence, on dirait un humain, quoi, mais dedans, tu as un petit extraterrestre qui pilote le truc. Et bon, c'est une nouvelle proposition d'invasion un peu. Enfin, Men in Black, c'est une sorte de collection de propositions. Tout à fait. Ouais. Il n'y avait pas un Tex Avery comme ça, où il y avait un petit personnage qui représentait les émotions et qui dirigeait, qui dirigeait comme ça. Ouais. Je ne sais pas si c'est un Tex Avery, mais... ou en tout cas un dessin animé de cette ou un Looney Tunes, ou un truc comme ça. Ouais. Et puis, il y a un acteur qui est devenu une superstar mondiale avec Dallas, qui est Larry Hagman. Larry Hagman, il aimait beaucoup de parler de The Blob. Il disait, en gros, j'ai un budget cormanien, donc c'était 0. Et donc, faire un extraterrestre gigantesque, qui en fin de compte est minuscule, sans budget, j'ai fait The Blob. Et il dit, j'aurais bien fait d'autres films, mais la vie a choisi autrement. Alors, sur Larry Hagman, je vais vous dire une connerie, parce que je ne peux pas m'empêcher. Un jour, j'étais avec lui à cause de sa fille que je connaissais, qui habitait à Paris, et on visite le château de Fontainebleau. Alors les gens suivent le guide comme ça, puis ils voient passer Larry Hagman. Alors ils se mettent à suivre Larry Hagman, et puis le guide se retrouve tout seul. C'était JR. Le Blob qui est un remake. C'est un remake, hein, c'est le deuxième qu'il a fait Larry Hagman. Et il y en a eu 3, c'est ça, donc en tout, puisqu'après il y en a eu un dans les années 80. Ouais. Mais tout ça pour dire que en plus de Marc, le Blob est aussi un peu un des parrains du festival, puisque Audrey Dussotour, qui est la spécialiste du Blob, pas le monstre extraterrestre, mais cette créature qui existe vraiment et qui est assez fascinante, qu'on appelle du coup le Blob, parce que c'est souvent qu'on donne... voilà, les scientifiques sont aussi bercés à ces choses-là et donnent les noms de ces monstres-là. Voilà, c'était juste pour... Et après, il y a une dernière version, mais vraiment très importante, et en plus française, c'est quand même le gendarme et les extraterrestres. Ouais, et puis... ou la soupe aux choux. Mais... Voilà, la soupe aux choux. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais dit, et je le pense toujours, que je trouvais la soupe aux choux beaucoup mieux que E.T. Parce qu'il y a des moments d'émotion
quand sa femme revient d'entre les morts, quand il réalise qu'il est trop vieux et qu'il la laisse partir avec un jeune homme parce qu'il est trop vieux. Et je trouve que ça, c'est bouleversant. J'ai été moins bouleversé par E.T. Voilà. Mais Spielberg a toujours dit qu'il avait regretté de ne pas pu avoir Villeray pour faire la créature. Mais voilà, c'est comme ça. Et je connais on ne dira pas de nom, si on va dire Jean-Pierre Jackson. Jean-Pierre Jackson a un jour acheté le costume de la denrée, qui était le costume de Villeray dans La soupe aux choux. Et je lui ai demandé si parfois il le mettait quand il rentrait dans son lit avec Madame Jackson. Il est devenu tout rouge et il m'a dit non. Tu sais faire le cri de la denrée ou pas? Non, tu le fais pas. Ah, j'ai oublié le cri de la denrée. Voilà. Ah, la denrée. Merci. Bon, où en étions-nous dans nos monstres? Peut-être. Alors, puisqu'on a quand même fait une sorte d'archéologie du thème, mais on parle de films enfin, il y a eu une rupture il y a maintenant 40 ans, qui est Alien, à mon avis. Tout à fait. Ça représente vraiment un passage un changement d'époque, en fait. C'est-à-dire que d'abord, Alien avait pour lui une caractéristique particulière. C'est le premier film qui, en gros, montre l'espace non plus comme une espèce d'aventure proprette où on contrôle chaque micron du vaisseau, mais au contraire comme un monde post-industriel où les vaisseaux sont des cargos dégueulasses, et où on vit et où les travailleurs demandent des primes pour descendre à la cale. Donc il y a une espèce de réalisme crade qui joue beau tout, qui doit peut-être un peu à Bilal, par exemple, parce que c'est un moment où le futur cesse d'être à Moebius aussi, qu'il a fait avec O'Bannon dans Long Tomorrow. Et qui participe au film. Voilà, et bon, je ne suis pas tout à fait d'accord, ça arrive avec Jodorowsky, qui dit ils ont repris l'équipe de Dune dans Alien. Non, O'Bannon, qui avait amené des gens sur Dune, les a amenés sur Alien. Et qui a été un déclencheur pour tout le monde. Et après, il y a Outland qui arrive, qui est un espèce de western de l'espace, aussi, et où c'est crade aussi. Et on rentre dans la paix. Et alors, en plus, ce qui est marrant, c'est qu'il y a Giger, bien sûr, il y a le monstre de Giger. Surtout Giger. Et Giger, ça va continuer. Parce que moi, j'ai un petit faible pour la mutante 1 et 2. Le 3, 4, 5 sont oubliables, mais je trouve que les 1 et 2 marchent. Dans le genre pin-up effrayante. Le 1 est vachement bien. Le 1 est vachement bien. Alors ça nous amène aux quelques films signés Margheriti et autres de science-fiction italien. Il n'y en a pas des tonnes, mais en gros, on est en Italie. C'est quand même le pays de Sofia Loren, de Rossana Podesta et tout ça. Bon, en gros, l'extraterrestre ou la victime, mais généralement, parfois l'extraterrestre, c'est des belles femmes... avec des corps très voluptueux, des Italiennes. Alors on les peint, ou alors si elles sont en scaphandre, elles ont un scaphandre qui est quand même taillé pour mettre en valeur leurs avantages. Enfin, c'est pas un scaphandre d'une logique totale et absolue, mais ça, c'est le cinéma de science-fiction italien. Alors il n'y en a pas tant que ça, mais c'est mignon parce que c'est l'époque merveilleuse où l'Italie copie toujours l'Amérique. Western italien, le polar va provoquer le giallo, et 2 ou 3 succès de science-fiction. Si on faisait de la science-fiction maintenant. Et Margheriti, si je prends son exemple, j'ai toujours rêvé d'avoir le poster signé par tous, j'y suis pas arrivé. Un jour, je fréquentais la bande autour de Warhol, surtout Paul Morisset, qui habitait à Paris à l'époque. Et qui était un type qui sortait beaucoup, très charmant et tout. Et Paul Morisset me dit, je vais faire en Italie un film il y aura un Dracula, il y aura un Frankenstein. Et moi, comme un imbécile, je me dis, tiens, je suis à Cinecittà, je vais dire bonjour à Paul Morisset. Et je vais sur le tournage et je tombe sur qui? Sur Antonio Margheriti. Et je lui dis, mais c'est un film signé... Morisset dit, oui, mais lui, il fait les courses et moi, je réalise le film. Donc, l'affiche, j'avais la signature de Warhol. Non, j'avais pas la signature de Warhol, que j'aurais pu avoir quand j'allais à la Factory. J'avais la signature de Morisset, j'ai eu celle de Margheriti sur l'affiche, mais j'ai jamais eu Warhol.
C'était Andy Warhol présente un film de Paul Morisset, et en dessous, Margheriti avait écrit à la main réalisé en vérité par Antonio Margheriti. Alors ça n'a rien à voir, mais ça a tout à voir. C'est-à-dire que il y a quelques films de science-fiction italiens qui sont signés par des grands noms américains. Il y en a pas mal, d'ailleurs, il y en a 3-4, mais comme les Péplums, comme les films de KPDP, ils avaient besoin d'un nom américain pour toucher les subsides américains, qui étaient la moitié du cachet de l'acteur américain qui payait à moitié prix, donc c'était du 100% bénéf pour eux. Et tous ces films-là étaient en fait réalisés par des Italiens. André Dottot ou les autres, ils n'ont jamais mis les pieds sur le plateau, ça ne faisait même pas partie du contrat. On leur demandait de signer leur nom. Et je crois qu'il y a un Margheriti de science-fiction, alors j'ai oublié le titre, qui était annoncé par je ne sais plus qui. Et ouais, bah c'est tout, voilà, j'ai dérivé encore une fois, tant pis. Non, mais en fait, Serge parlait d'Alien, mais tu pouvais citer La planète des vampires de Bava, dont le début est absolument le début d'Alien. Le signal, on se pose sur la planète, on trouve un grand squelette, c'est tout le début. Après, on sent moins l'aspect social et de gens qui veulent leur prime. Ce sont des films, enfin, tu en parleras mieux que moi. Mais tu sais, il y a un truc, moi, qui me fascine. D'expérience personnelle, ça m'est arrivé 2-3 fois en faisant une histoire que quelqu'un d'autre faisait en même temps et tout. Alors évidemment, en principe, on se dit il m'a copié. Et puis quand on vérifie, des fois, on découvre que la même idée vient à 2 personnes de 2 endroits du monde en même temps, comme s'il y a un nuage cosmique là-haut. Il y avait un nuage cosmique et qu'on attrape quelque chose ou que quelqu'un l'attrape avant vous. Et parfois, sans se connaître, 2 types vont avoir la même idée exactement au même moment, ou 3 types. Et ça, c'est pour ça que je crois au nuage des idées. Tout d'un coup, il y a quelque chose qui surgit et personne n'a copié personne. Alors, quand c'est des Américains, souvent, c'est vrai. C'est vrai, ils ont copié. Et puis on ne va pas leur faire de procès, parce qu'ils ont les meilleurs avocats du monde et qu'ils vont vous faire un contre-procès. Et vous êtes parti comme Yves Boisset quand il avait fait son film copié par Schwarzenegger pour 15 ans de procès en échange d'une page dans Variety après des excuses du producteur. Bon, il a pu tourner, le pauvre. Là, avec les Américains, des fois, il faut laisser tomber. Mais c'est marrant parce que toi, t'es pas allé en Amérique. Non, mais moi, j'ai plus d'affinité avec toute la culture. Enfin, je suis un grand, quand même, j'ai été inspiré par beaucoup de cinéastes américains. Et puis moi, un de mes grands maître absolu, c'est quand même Stanley Kubrick. Hein. Moi, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est pour moi, tu vois, c'est un film absolument incroyable, quoi. C'est d'une intelligence de science-fiction vraiment très très haute, quoi. Mais je suis plus sentimentalement, peut-être, je ne sais pas, plus attiré par la science-fiction japonaise. Et donc qu'on trouve dans les mangas et tout ça, et je trouve que ce qui se dégage, les préoccupations qu'ils ont, les extraterrestres, là, j'ai vu, il y a une nouvelle, enfin c'est pas nouveau, il y a quelques années, il y a eu une genre d'invasion extraterrestre un peu en loose day comme ça, qui s'appelle Anthropophagus Anonymous, un truc comme ça, où les humains servent en gros de nourriture à une race extraterrestre qui a passé des deals avec des gouvernements et tout ça. Mais ça faisait quand même très très longtemps que j'avais pas lu une BD qui m'avait flippé, quoi. Ce cookbook. Voilà, c'est là, tu vois ça, c'est pas possible. Tu vois, et puis je trouve qu'il y a un truc, il y a une évolution récente, parce que le récent, qui a peut-être 10 ans ou 15 ans, on s'en fiche, des fois ouvre des portes. Je trouve qu'il y en a une qui a été ouverte par Jodie Foster, à qui on ne peut pas raconter des histoires. Jodie Foster, elle arrive, qu'elle est en face Hannibal Lecter ou un extraterrestre, c'est pareil. Faut pas emmerder Jodie Foster, je pense à Contact. Et puis là-dessus, j'ai été bouleversé, alors j'ai oublié le titre français qui était totalement idiot, par La Nana. C'est souvent des nanas maintenant qui arrivent à établir le contact dans le film de science-fiction de Villeneuve récent. Contact. Voilà, Premier contact. voilà, Premier c'est ça. contact. Voilà. Alors c'est l'autre, le Jodie Foster, je ne sais plus comment ça s'appelait. Voilà, Contact et Contact. Voilà. Contact et premier contact. Premier contact. Alors ça, c'est marrant parce que les femmes étaient toujours enlevées par l'extraterrestre avant, qui en gros faisait King Kong.
Hein, et hop, il embarquait la terrienne, alors qu'avec ses pseudopodes, si on imaginait ce qu'il pouvait faire, mais on ne voulait pas l'imaginer. Mais elle était victime. Or là, maintenant, elle n'est plus victime du tout. Et je trouve que dans le Villeneuve, ce qui est incroyable, c'est que personne ne comprend rien, sauf un mec qui est avec cette nana et cette nana, et qui elle va établir ce premier contact. Et ce film, moi, il m'a fait vraiment quelque chose, parce que je me suis dit, dans une théorie roswellienne du monde et tout, est-ce qu'on ne nous dit pas qu'il y a eu une tentative de contact et qu'elle a échoué parce qu'à Washington, on n'a pas signé le papier C-108 en disant ce qu'il faut, c'est l'épingler dans un album comme à Dorifort. Est-ce qu'on n'a pas raté un coche? Est-ce que, comme dans Le jour où la Terre s'arrêta, il n'y a pas un malentendu? En réalité, il est gentil, le type qui vient. Alors, il peut être gentil ou méchant. Il peut avoir l'air méchant et être gentil. Il peut avoir l'air gentil et être méchant. On ne sait jamais avec les extraterrestres. Moi, je suis presque persuadé que puisque les Américains disent que Roswell, ça a été une mythologie qu'on a créée autour de rien du tout, et comme les Russes ont dit pareil, qu'il n'y avait jamais eu de cadavre extraterrestre en Sibérie, évidemment, je pense que dans les deux cas, il y a eu. Hein, je suis presque sûr, et qu'on les a peut-être abattus trop vite. Bon, si on les avait pas abattus, peut-être qu'ils nous auraient mangés. Je ne sais pas ce que j'aurais fait si j'étais président de l'URSS plus USSR plus USA. Je ne sais pas. C'est hyper emmerdant ce rôle de président idéal pour Henri Fonda, moins bien quand c'est Nilsson. Et ouais, qu'est-ce qu'on fait là tout de suite, là maintenant? À Mérignac, on apprend que dans 1 heure, une intelligence extraterrestre demande une indication très précise avec une croix de où ils doivent poser leur fusée pour venir au festival. On ne va pas voter maintenant, mais moi, j'avoue que personnellement, je vais peut-être m'abstenir. Voilà. Il y avait une remarque à faire sur les deux contacts, les premiers contacts, c'est que dans le contact d'origine, celui de Jodie Foster, de Zemeckis, qui est inspiré d'un roman de Carl Sagan, enfin qui est l'adaptation de ce roman de Carl Sagan, on ne voit pas d'extraterrestres. La forme qu'ils prennent, c'est la forme du père de Jodie Foster. Alors que dans le premier contact de Villeneuve, on voit des extraterrestres qui sont splendidement étranges. Voilà, et c'était pour en revenir avec ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai qu'un des gros gaps qu'il y a eu, c'est à partir d'Alien, où il y a toute une nouvelle génération de vision de l'extraterrestre. Bon, moi j'imagine quand Giger est venu au studio de la Fox avec ses peintures comme ça, l'aérographe, de toutes les phases d'évolution du Fassbinder, de Alien, les mecs ils ont dû halluciner, hein, tu vois, parce que quand tu vois les originaux, tout ça, et après t'as les sous-aliens, les X-Tro, tout ça. Et après, tu as quand même de temps en temps des variations qui sont vraiment super intéressantes. Style le Predator, qui est quand même une créature vraiment super, avec d'autres préoccupations là, de Predator, forcément. Et puis celle, effectivement, de Premier Contact, où là, les extraterrestres, c'est une nouvelle vision aussi d'extraterrestres, avec un problème aussi qui est super intéressant, qui avait été développé dans un roman de Stanislas Lem, où à un moment, il faut savoir si on peut communiquer avec les extraterrestres. L'Invincible ou Solaris, pas les deux d'ailleurs, c'est un peu le même problème. Voilà. La voix du maître. La voix du maître, voilà. Et tu vois, et c'est vrai que qu'est-ce que tu vas communiquer avec une fourmi, quoi, à un moment. Donc ça va dépendre de l'échelle de communication qu'on peut avoir avec ce qui va nous envahir, effectivement. Et il y en avait un autre petit qui était pas mal, aussi une nouvelle variation sur le thème au niveau des extraterrestres, c'était Life. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Oui, à bord d'une station orbitale. Voilà, c'est ça. Où t'as un jour, ça commence, c'est juste un protozoaire, puis ça commence à... C'est un peu du blob version algue. Voilà. Oui, et puis il y a une tradition de combat entre extraterrestres, terrestres et autres. Bon, quand je vois Alien contre Predator, ça me fait penser à un Santo où ils se battaient pas avec les femmes vampires, mais ils se battaient avec des martiens. Et c'est la même idée, c'est du catch. C'est-à-dire que l'idée, en gros, c'est quand même d'approcher le plus possible un match nul. Et puis au dernier moment, il y en a un qui gagne ou qui perd, mais de justesse. Et là, on est dans le catch mexicain. Et Alien contre Predator, en fait, on a sa préférence. Donc les types font bien attention à ce que si on est plus Predator ou plus Alien, on soit à peu près content.
C'est un peu comme quand ils avaient fait Godzilla contre Dionée. C'est pareil, il y avait... Voilà. On allait vers le... Serge, tu voulais... Oui, puisqu'on parlait d'Alien, il y a une très belle citation de Pierre Jourde, donc très bon écrivain français, qui a écrit un petit essai superbe intitulé Portrait des mouches, où il commente une série de gravures qui sont attribuées à François Rabelais et qui représentent des créatures bizarroïdes. Elles sont super, que c'est tu connais, génial. ces gravures sont j'adore. incroyables. Ah ouais, moi je les ai pompées, mais je sais pas. Le livre est attribué à Rabelais, mais Ah, en fait, on a démontré depuis que c'est un vendeur d'estampes parisien qui a fait Qui a ce fait livre, ça, mais et les qui a dessins, fait ses dessins. ils sont Et il y a incroyables. 120 monstres qui sont Ouais. dignes de Jérôme Bosch. Quoi. Ah oui, Ils oui, sont- c'est du Jérôme Ils Bosch, sont vraiment superbes. mais gravé, quoi. Et Ouais. en commentant ces gravures, Jourde a dit un truc sur le monstre, parce que c'est une réflexion sur les monstres, qui me semble tellement incroyablement juste, surtout quand on pense à ce qu'a représenté Alien et la rupture d'Alien. Alors je l'ai prise en photo, je la lis. Dans le corps du monstre, on a gardé quelque chose de la beauté. Elle ne vit plus, mais un secret mécanisme en anime les restes. Le monstre est la beauté morte vivante. Et c'est quand même pas mal d'avoir trouvé ça, parce que s'il y a bien quelque chose qui décrit le xénomorphe d'Alien, c'est ça, c'est la beauté morte vivante. Il y a Alors, quelque chose- si on avec, fait... avec un autre Ah, pardon. petit truc, excuse-moi, Vas-y. pour le monstre d'Alien, c'est que sa puissance est vraiment super forte quand ça devient quelque chose comme le Grinch de Simmons. Ouais, de Simmons et tout ça. C'est qu'il est Hyperion tout de seul. Simmons. Quand il est plein, il fait pas peur. Tu vois, dans le 2 et dans le 4, le alien, bon, ça devient un peu des cow-boys et des indiens, tu vois. Mais quand il est tout seul, dans le 1 et le 3, par exemple, il est vraiment flippant. Alors que ce qui fait vraiment peur, c'est une autre version de l'extraterrestre et d'invasion extraterrestre. C'est quand même Starship Trooper. Quand tu as toutes ces hordes faites par Phil Tippett là, de bestioles et que tu regardes et que tu en as des milliers avec c'est de la pure violence. Ces gens, Il y a la fantasme du grouillement. Ouais, aussi. du grouillement, là, tu te dis, oh là 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 là, mais on est Et quand ce qui même vachement dans la merde. Ce qui est intéressant avec Ouais. Starship Trooper et qu'on retrouve aussi dans par exemple, la guerre éternelle d'Haldeman Oui. ou Ender, c'est qu'on est aussi dans des conflits où c'est plus très clair qui l'a initié. C'est-à-dire que là où Wells en fait faisait l'invasion de la Terre comme un peu une métaphore de l'invasion de l'Empire britannique en Inde par exemple, là on commence à se dire bon, on ne sait plus trop qui a commencé, jusqu'à finalement arriver à Avatar où là c'est assumé, le monstre qui vient de l'espace, c'est nous. Et finalement Avatar c'est Body Snatcher inversé. Et c'est intéressant cette Alors, évolution. j'ai vu qu'il y en a qui sortaient leur citation. Alors, je vais sortir la mienne. La nouvelle de science-fiction la plus courte du monde, alors elle marche mieux en anglais, c'est une nouvelle de Robert Sheckley. Le dernier homme sur Terre est chez lui. Et en anglais, c'est indéfini, on ne sait pas si c'est quelque chose ou quelqu'un, quand on frappe à la porte. Alors en fait, étrangement, ça n'est pas contre-citation. Ça n'est pas la nouvelle la plus courte de l'histoire de la science-fiction. C'est Forrest Ackerman qui a écrit la nouvelle la plus courte de l'histoire de la science-fiction. Alors il a rusé. C'est une nouvelle en un signe. Le titre de la nouvelle est long. Le titre, c'est Rapport d'évaluation, 2 points. La Terre doit-elle faire partie de la Confédération Galactique? Tapez 1 pour oui et 0 pour non. Et le texte de la nouvelle, c'est 0. Alors, peut-être qu'on peut utiliser les 10 minutes qui restent pour des questions du public, si ça vous va. Est-ce qu'il y a des questions et est-ce qu'il y a Ou des citations, éventuellement. Alors, citations. les extraterrestres, quand vous posez votre question, faites Ah bah, 0. si quelqu'un peut amener un Et micro, les humains, Ouais, faites c'est ça. 1. Levez vos tentacules. Ça, ça. Si quelqu'un peut amener un micro, j'ai vu qu'il y a une question là. Les micros sont... Vous en voulez un de plus? Sinon, je peux parler très fort, ça marche aussi. Ah, c'est bien. Ça va marcher le temps qu'il trouve un micro. Je voulais juste revenir sur le film dont vous parliez de Denis Villeneuve, Premier Contact. C'est juste d'apporter la précision que c'était tiré d'une nouvelle de Ted Chiang. L'histoire de ta vie. Voilà, l'histoire de ta vie. Et si vous avez vu le film, franchement, lisez la nouvelle, parce que le film est très librement inspiré. Mais dans la nouvelle, c'est les histoires d'extraterrestres qui arrivent d'un seul coup, d'un seul comme ça, qui ne demandent rien du tout, et qui sont totalement incompréhensibles, et qui sortent totalement des monstres qu'on a pu montrer, des extraterrestres qu'on a pu montrer et même décrire dans le livre. La nouvelle est hyper intéressante, elle est assez courte, et c'est vraiment décrit comment ils font pour arriver à communiquer entre humains, etc. Mais- Je trouve vraiment intéressant de... On peut ajouter que tout ce recueil Oui. est un pur C'est chef-d'œuvre. fabuleux.
C'est Tour de fabuleux. Babylone. Ouais. Mais à noter qu'en fait, le sujet de la nouvelle, qui est en fait essayer de vaincre le paradoxe de est-il possible de connaître le futur, il est fait sur la base de principes qui maintenant sont expliqués par la mécanique quantique, mais qu'on appelle les principes variationnels. Là, c'est le physicien qui parle. Et c'est une nouvelle pour les physiciens. Et donc, il y a une solution qui est apportée là-dedans, qui n'est pas retenue par Villeneuve, qui préfère s'en sortir avec une boucle temporelle à la fin. Et il ne va pas jusqu'au bout de ça, mais il faut reconnaître que ça aurait été dur pour un film grand public. Mais de ce point de vue-là, c'est une nouvelle assez unique qui solutionne d'une certaine façon, un peu peut-être aussi comme l'avait fait Asimov avec La fin de l'éternité. Et c'est très très beau pour ça. Et ça a été abandonné effectivement dans le film. Pardon. Oui, et ça me fait penser entre les rapports entre extraterrestres et humains et la différence à une nouvelle de Van Vogt qui s'appelle Le Village Enchanté. C'est donc un homme qui arrive avec son casque, tout ça, dans un village, sur une autre planète. Il voit qu'il ne peut pas respirer, c'est du méthane. Il voit que la fontaine, c'est du mercure. Il s'endort. Et le lendemain matin, il respire son méthane sans casque et il boit son mercure. Voilà. Alors il y avait une autre version d'extraterrestre, moi que j'avais trouvé formidable aussi, parce que différente, c'était celle du film de Nicolas Roeg, L'homme qui était tombé sur la Terre avec David Bowie. Voilà. L'homme tombé du ciel ou de la L'homme tombé du ciel, enfin le bouquin de Tevis. Voilà. L'homme qui venait d'ailleurs. L'homme qui venait d'ailleurs. Voilà. Où là, Bowie joue le personnage. Voilà, où c'est David Bowie qui fait un extraterrestre qui envahit d'une manière un peu travailleur immigré, un peu comme ça. À la recherche d'eau, si avec bien. recherche de reconnaissance, et puis en espérant pouvoir revenir sur sa planète qui était en train de mourir, quoi. Et je trouvais que c'était... lui, il prend un ascenseur et il n'est pas habitué à la gravité terrestre, il commence à saigner un peu du nez. Enfin, il y avait un genre de côté très touchant, comme ça, très... on était très... En plus, peut-être... plus anthropomorphe puisqu'il était d'apparence humaine, quoi. Et vous avez aussi une série télé qu'on trouve en DVD formidable qui a été complètement oubliée, c'est les Chroniques martiennes avec Rock Hudson. Il est super. Où ils refont toutes les Chroniques martiennes et il y a plein d'épisodes hyper émouvants. Celui où ils croient qu'ils rentrent chez eux mais en fin de compte ils vont être dévorés. Celui où tous les hommes sont morts et tous les martiens sont morts. Et les terriens vont, se regardent dans l'eau et disent « C'est nous, les derniers martiens ». Enfin, très beau, ça. C'est vraiment les chroniques martiennes avec une grande fidélité, avec beaucoup de moyens à l'époque, et avec un côté ras du plancher de la mise en scène télé qui fait qu'on y croit. Michael Anderson, je crois. Michael Anderson, qui a fait des choses plus échevelées. Mais là, on y croit. C'est très posé, et en fait, c'est très bien filmé. C'est un peu comme actuellement Berlin-Babylone. C'est-à-dire qu'on est dans des séries qui ont un visuel totalement cohérent, qu'on retrouve avec plaisir. On se dit, la télé, des fois, double le cinéma. Ce qui m'amène, j'ai oublié lesquels, à vous dire que dans les années 70, à la télé, j'ai vu quelques œuvres de science-fiction à la télé, comme L'Invention de Morel. Et il y en a eu plein à ce moment-là. Il y a eu plein de téléfilms de Santelli et des autres qui étaient de la science-fiction. Après, ça a totalement disparu. Je dirais même que le Don Juan avec Piccoli tourné dans les espèces d'endroits, je ne sais plus ce que c'est, ces espèces de forges gigantesques et tout, ça avait un côté complètement bizarre. René va faire un ou deux petits trucs courts. Chabrol va faire un ou deux téléfilms de science-fiction. Il avait envie d'en faire plus. Et puis après, ça a disparu de la télé. Mais moi, j'ai beaucoup d'espoir. Quand la gauche est arrivée au pouvoir, bizarrement. Voilà. C'est le début des années 80. Ouais, ça s'arrête à ce moment-là. Mais moi, j'ai de l'espoir dans le retour de la science-fiction française. J'ai pas vu Acide, mais le premier film de Justin Philippot, dont j'ai oublié le titre. La Nuée. La Nuée, avec des acteurs semi-professionnels et une actrice principale, avec une histoire, on ne voit pas où ça va, mais en fin de compte, on est convaincu en route. Je me suis dit qu'il y avait un côté étroit, budget étroit à la française, mais que ça marchait. Cette espèce de ferme où, en gros, on veut élever des sauterelles pour en faire de la nourriture. À partir de là, on part dans un truc très français, très post-franc jus, voilà.
Alors, On a un autre exemple, excuse-moi. Oui, je t'en prie. C'est Simple Mortel de Pierre Jolivet, qui est Complètement. une superbe histoire, alors non pas d'invasion, mais de manipulation extraterrestre à distance, où on ne voit jamais rien, et où le seul effet spécial, c'est une étoile qui fait pchit dans le ciel à la fin, et où on a l'impression de voir une sorte d'apocalypse. C'est un film assez incroyable. Il y en a un autre aussi qui est vraiment une invasion un peu étrange comme ça, fait par celui qui a créé les envahisseurs. C'était God Tell Me Too, où c'est un genre d'extraterrestre comme ça qui Ah oui. hypnotise à moitié les gens qu'il est en contact et qui le prennent pour le Messie, quoi. Et C'est un mélange de Jésus et d'un extraterrestre. ouais, très étrange comme ça. Ouais. Alors, je peux dire mon Cohen, préféré. Joel Cohen qui avait fait Le préféré de. Je peux dire mon préféré de tous les temps, tout domaine confondu. C'est un film avec Roy Tinos, ancien envahisseur. C'est Danger, le planète inconnue, signé par Parrish, mais réalisé par Sylvia Anderson et par son mari, où un homme doit faire le tour de la Terre, c'est Roy Tinos, pour voir s'il n'y a pas la même Terre exactement de l'autre côté du Soleil. Donc il part et il revient. Et quand il revient chez lui, il veut allumer la lumière, mais elle est du mauvais côté de la porte. Et il réalise que celui qui a fait le tour dans l'autre sens, il a dû lui arriver la même chose. Donc il réalise qu'il a la même femme, la même maison, la même lumière dehors, mais qu'il n'est pas chez lui. Et à la fin, il est dans son siège, comme ça, de paralytique, et il court vers le miroir, où quelque part il voit l'autre, et il brise le miroir, parce qu'il sait qu'il ne rentrera jamais chez lui, parce que tout le monde sait, et moi je le crois assez, que de l'autre côté du soleil, il y a exactement la Terre où vous êtes là, où vous êtes là, où vous êtes là. C'est la théorie de l'antiterre, qui est une très vieille théorie en fait. Némésis, on l'appelait aussi. Juste une remarque à propos de la science-fiction française. Je trouve ça intéressant. On aurait dû passer en ouverture du festival, enfin on avait prévu de passer Le règne animal, qui est ce film français qui raconte la régression d'humains vers l'animal, qui a été tourné dans la région. Avec des dessins de Fred Peters pour faire les créatures. Peters de l'homme gribouillé. Et au dernier moment, Studio Canal a souhaité ne pas associer le film avec les genres, avec le fantastique, avec la SF, et donc nous a dissociés des avant-premières de ce festival. Ils pensent que ça peut marcher, et donc ils ne veulent surtout pas que ce soit considéré comme un film de genre. J'ai trouvé ça assez exceptionnel à l'époque où Marvel, etc., fait les gros succès. Si c'est ricain, très bien. La SF, ça va. Si c'est français, oulala, les gens vont trouver que ça sent pas très bon. Ça commence avec Méliès, ça passe quand même un peu par Cocteau, ça passe par Croisière sidérale de Svoboda, ça passe par Franju ensuite et plein d'autres, ça passe par Marc Caro. Tous les 5-10 ans, il y a un film français à part, donc traité comme à part, mais c'est pas un film de science-fiction, même si tous les 10 ans, regardez comme Les yeux sans visage de Franju a été plagié dans Face Off de John Woo. Tous les 10 ans, il y a un film français fondateur de la science-fiction dans le monde entier, mais il n'y a pas de science-fiction française au cinéma, sauf une 60aine d'exceptions, ou 80 exceptions. Mais c'est des cas particuliers, et évidemment, j'ai même vu des auteurs qui avaient peur, qui pourraient être à Cannes, disaient c'est un film fantasmagorique. Est-ce que vous allez le sélectionner? C'était parfois un film de science-fiction. J'ai vu un festival comme Clermont refuser un moyen-métrage de fantastique parce qu'il s'annonçait comme fantastique. En disant, oui, on peut le sélectionner, mais dans les 300, mais il ne peut pas être dans la sélection du prix final. Il est très bien. Alors, il a eu un prix à Mexico, à Acapulco, à Tribeca, mais pas en France. Pas en France, parce qu'on a ce blocage par rapport à l'horreur aussi, par rapport au fantastique, par rapport à la science-fiction. Or, on a créé tout ça avec Méliès. Absolument. Pourtant, moi, j'ai toujours répété, nos intentions sont pacifiques. Nous ne vous voulons pas de mal. T'as oublié, conduisez-nous à votre chef. Voilà. Longue vie et prospérité. Et je vous dirais comme Dracula, est-ce que vous me laissez rentrer chez vous? Non, je ne peux pas rentrer si vous ne m'invitez pas. Invitez-moi chez vous. Le mot de la fin. Une remarque sur l'histoire du traumatisme français par rapport au cinéma de science-fiction.
Je me demande si au fond il n'y a pas un incident fondateur à l'origine de ce truc-là, parce que comme tu le dis, et puis j'ai travaillé là-dessus aussi beaucoup, on a inventé ces genres, on a inventé tout ça. Entre Jules Verne et Méliès, on est à l'origine de tout ça. Donc pourquoi est-ce que c'est ressenti à ce point comme étranger, comme catastrophique culturellement de dire que c'est de la science-fiction? Il y a une histoire de cinéma de l'entre-deux-guerres, c'est l'histoire du gaufrage monstrueux d'Abel Gance sur le tournage de La Fin du Monde. Abel Gance était quand même la star du cinéma français de l'époque, et il adapte Camille Flammarion, qui était connu dans le monde entier, autant que Jules Verne, comme étant le gars qui a théorisé non seulement l'astronomie populaire, mais le contact avec les extraterrestres, etc., etc. Et il adapte ce roman, et c'est une épouvante, mais c'est une épouvante au point qu'il en est sorti ruiné, je crois, et qu'il n'a pratiquement plus jamais tourné après. Et peut-être que le souvenir de ce cataclysme, qui semble avoir été un cataclysme financier et artistique, continue de peser inconsciemment. Alors moi j'ai une autre explication. J'ai une explication. Au départ, le cinéma d'imaginaire, tout ça, il vient des baraques foraines. Et très vite, le cinématographe est industrialisé par des grandes sociétés qui ont encore pignon sur rue, et ça devient un cinéma très bourgeois, très rapidement, et on veut très très vite oublier ce côté un petit peu baraque foraine. Voilà. Et donc, j'ai un peu ce truc-là, tu vois. Et venez, vous allez voir des trucs que vous n'avez jamais vus. Et après, Alors, j'allais dire que, Marc Caro, j'ai une explication. C'est que ces baraques foraines... On finira peut-être là-dessus, parce que ces baraques foraines, c'est Barnum et Bailey, c'est tout ça, c'est Frick, c'est tout ça. Mais c'est donc, vous allez voir. Pourquoi est-ce que La Planète des Singes de Pierre Boulle est adaptée en Amérique? Parce que, quelque part, on se dit, on va vous montrer quelque chose d'incroyable. Pourquoi Un animal doué de raison de Robert Merle devient un film américain avec George Scott? Parce que c'est entrez et vous allez voir, etc. Nous, on va adapter que Malville de Robert Merle avec un budget assez réduit parce que c'est proche de nous. Mais des singes qui remplacent les humains, oh, arrêtez. Ça ne Ce qui fait que les Américains ont acheté les droits pour rien. Parce qu'ils avaient fait le tour de toute l'Europe, personne n'en voulait, et c'est devenu, je sais pas, un empire industriel. Voilà, une licence incroyable, voilà. Bon, mais merci à vous trois, merci Serge, Marc, Jean-Pierre. Merci à vous. Il n'y a parmi nous qu'un seul extraterrestre, mais attention, ce n'est pas celui que vous croyez. Vous avez tout le festival pour vérifier. Moi, je sais qui c'est. Au péril de ma vie, je ne le dirai pas donc, mais un de nous trois n'est pas d'ici.